Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour la première interview de cette 8e édition du One-to-One Biarritz. Je suis en compagnie de Jérôme Benière. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ainsi que ton périmètre d'action au sein du groupe SEB? Ouais. Donc Jérôme Benière, moi je suis chez SEB depuis après 5 ans au sein de la filiale française. Ok. Et je m'occupe en fait des campagnes marketing digital, du branding à la conversion pour les 7 marques qu'on exploite en France. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais justement nous présenter désormais le groupe SEB ainsi que les différentes marques qui y sont rattachées? Ouais. Au groupe SEB, on est un acteur français industriel dans le monde du petit électroménager et des poêles et casseroles. Avec plein de marques que tout le monde connaît, Tefal, Roventa, Moulinex, Krupp, SEB évidemment, et j'en passe. On est 33 000 dans le monde et aujourd'hui on est un groupe qui est avant tout drivé par l'innovation avec des produits iconiques qu'on a tous dans nos cuisines et avec lesquels on fait le ménage. Et on a vocation à devenir de plus en plus un e-commerçant puisque on vend en direct sur nos sites depuis quelques mois et on essaye de faire croître évidemment ce business. Bien sûr. Alors pour rentrer justement dans le vif du sujet, dans le cadre de mes recherches, j'ai pu voir que vous aviez affiché en 2021 des ventes records avec plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc j'imagine que l'accélération de la vente en ligne a dû peser dans la balance justement de cette grosse évolution qu'on a pu remarquer au sein de votre chiffre d'affaires. Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, on avait historiquement quand même des ventes qui sont majoritairement offline et on essaie de rééquilibrer un petit peu le poids du corps entre les deux channels. Effectivement, notamment pour parler de la France qui est mon périmètre, c'est effectivement un axe de croissance hyper important et qui a soutenu la très belle performance qu'on a fait en 2021. D'accord. Et justement, quels ont été les produits digitaux qui ont été intégrés pour faire face à cette hausse de la demande en ligne? Est-ce qu'il y a eu justement une intégration du volet omnicanal, du D2C, etc.? Oui, effectivement. Donc on a lancé le D2C notamment depuis un peu plus de 2 ans. Donc on apprend tous les jours. On est des néo-e-commerçants. On apprend à parler en direct à nos consommateurs. On apprend à vendre tout simplement en ligne. Enfin, je vais paraphraser quelqu'un de l'organisation, mais on savait vendre des camions de produits, mais on ne savait pas vendre un produit à une personne. Donc c'est un métier différent. Et on a commencé tout petit avec nos petits bras et on commence à faire des choses intéressantes. Donc effectivement, le D2C c'est un axe. On fait de la marketplace aussi depuis quelques mois également et ça va être un axe de croissance assez fort. Et puis évidemment avec nos retailers, aujourd'hui Amazon, Cdiscount, les Darty.com, les boulangers.com sont des partenaires incontournables aussi dans notre business. D'accord. Et justement, de quelle façon, selon ton regard, votre activité e-commerce a évolué sur cette année 2022? Alors sur 2022, on sent que la tendance est un petit peu différente de ce qu'on a pu connaître en 2021, pour être très honnête. On reste quand même sur une volonté, comme je disais tout à l'heure, d'aller vers plus de e-commerce dans la part de nos ventes, mais avec un contexte qui est quand même assez particulier. Les gens ont beaucoup utilisé le e-commerce, notamment pendant la période de confinement, et là on revient à un usage un peu plus classique, on va dire. Donc moi, ma vision en tout cas, c'est que il y a une tendance de fond de croissance de ce channel-là, mais effectivement, si on regarde tendanciellement sur début 2022, on n'est pas sur les volumes qu'on avait fait en 2021. Okay. Mais pour moi, c'est plutôt du conjoncturel et structurellement, on va vers pas mal de croissance. Okay. Et justement, un autre sujet d'actualité, je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques sont un petit peu sensibles à ce sujet-là, donc c'est le sujet de la seconde main. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'un enjeu au sein du groupe SEB? Quelles sont les actions que vous avez, si c'est le cas, quelles sont les actions que vous avez pu déployer en interne? Oui, alors effectivement, ça a été publié il y a quelques mois, mais on a pris une participation dans Back Market, qui est une participation minoritaire, mais en tout cas, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Parce qu'on pense qu'on a une vraie légitimité, parce qu'on est présent encore une fois dans les cuisines ou les maisons de tous les Français et plus largement dans le monde. Et donc forcément, se pose la question de la seconde vie d'un appareil, comment refaire circuler ces produits-là. On a aussi une vraie logique, on va dire, de faire durer nos produits. Typiquement, un exemple, on garantit la disponibilité des pièces de nos produits pendant 15 ans, sur une majorité de nos produits aujourd'hui en France. Ça veut dire qu'on veut les faire durer et on veut s'inscrire dans la durée avec nos consommateurs. Donc 15 ans, ça veut dire potentiellement plusieurs foyers. Bien sûr. Donc c'est des vraies questions. Donc, la réparabilité de nos produits, la durabilité de nos produits
On va avoir des notes de durabilité qui vont évoluer et le marché est en train de se structurer autour de ça. Donc nous, on veut être un acteur en tout cas engagé sur ces notions-là, de faire vivre nos produits dans le temps et potentiellement de les refaire circuler derrière. C'est un enjeu logistique hyper fort. C'est-à-dire que, encore une fois, sur le papier c'est génial, mais arriver à prendre un produit, le récupérer, le reconditionner, potentiellement le refaire partir, c'est hyper complexe et on voit qu'il y a des acteurs qui se spécialisent là-dedans. Donc en tout cas, on s'y intéresse et pas mal de petites initiatives sont en train d'émerger. Aujourd'hui, donc quels sont les sujets qui t'animent en ce moment et surtout la raison de ta présence sur ce salon One to One Biarritz? Ouais. Alors One to One Biarritz, moi ça fait plusieurs années que je viens. C'est une occasion concentrée de rencontrer en fait plein de partenaires. D'accord. On est tous, à mon avis, assez occupés dans nos journées. En fait, c'est compliqué de prendre le temps de recevoir des partenaires, des prestataires avec qui on a envie de travailler. Et là, en 2 jours, 3 jours, en fait, on envoie 10, 15, 20. Et donc, c'est une super capacité aussi à ouvrir un peu les chakras. Parce qu'en fait, on ne vient pas forcément chercher un sujet en particulier. Enfin, évidemment, il y a 2-3 sujets sur lesquels je viens, mais c'est surtout rencontrer les gens, discuter et ouvrir un petit peu le champ des possibles pour après revenir au bureau et un peu refocuser et choisir les partenaires avec qui on a envie d'avancer. Exactement. La petite question bonus qui va un petit peu clôturer cette interview, est-ce que tu as pu faire des rencontres intéressantes qui pourront déboucher par la suite sur d'éventuels partenariats? Ouais, alors c'est encore le début du salon, mais là j'étais avec Outbrain par exemple, avec qui on a un peu travaillé, avec qui on va continuer à travailler. Je cherche des solutions sur de la CDP par exemple aussi pour un peu structurer nos données. J'ai un enjeu quand même d'arriver à connecter branding et performance. Je pense qu'on est pas mal d'entreprises à avoir ces enjeux-là. Donc plein de belles choses à faire. Bon c'est parfait. Merci à toi Jérôme pour ta présence aujourd'hui et surtout pour ta disponibilité. Merci. Et très bonne suite de salon. Merci beaucoup. Merci.